l'audio encore. Pour ceux qui sont connectés, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui vont arriver, mais en attendant, on va peut-être commencer à se présenter, puis on va dire que ça fera arriver les autres. Donc, moi, je m'appelle Awa. Je suis avec Tolu Lopé, si tu veux te présenter. Voilà. Et on a cofondé Aquaba Fest, qui est une association de promotion des personnes noires dans la tech. Et notre point culminant de notre organisation, c'est l'organisation d'un festival en juin 2021. Et d'ici là, jusqu'au mois de juin 2021, sur les prochains mois, on va organiser des événements comme celui-ci, comme celui qui a été organisé au début du mois de juillet également, pour apporter des connaissances, faire découvrir des personnes et puis préparer au mieux, on va dire, le festival. Donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que l'on communique le plus, surtout sur nos événements. Pour le déroulé de ce soir, si vous avez des questions, en plus de celles que vous nous avez déjà partagées, il y a le lien Slido dans la conversation de groupe. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez rebondir sur des choses que Laura aura dit. Et juste avant qu'on commence cette discussion ce soir, je vais vous présenter Nakima, qui va vous parler d'une initiative dont on fait partie et dont on est super fiers. Donc Nakima, c'est à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nakima Steffelbauer. Je suis basée à Berlin et je suis fondatrice de l'organisation non-profit qui s'appelle Frauenloop. On donne des cours pas chers ou gratuits aux femmes, quoi qu'elles soient des émigrés ou des réfugiés. À part ça, j'ai lancé une nouvelle initiative avec Awa et Tolu Loop, les fondatrices de Aquaba Fest, qui s'appelle Tech en couleur ou techincolor.eu. Et ça, c'est une initiative pour soutenir la visibilité des femmes et des hommes noirs qui travaillent dans le secteur tech en Europe. On va commencer en septembre avec des événements online avec plusieurs professionnels noirs autour de l'Europe et dans les secteurs divers dans l'écosystème de tech, soit à Berlin, soit à Paris, soit à Amsterdam et plusieurs points d'ailleurs. Vous êtes très, très bienvenus, tout le monde, à participer dans ces lecteurs dès qu'on les commence. Merci. Et surtout, ce que je veux rajouter, c'est n'hésitez pas, si vous avez des idées d'intervention, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous dire, nous, ça nous aide également. Et puis, tout notre objectif, c'est d'apporter du contenu qui soit pertinent, en fait. Voilà, je pense qu'on a fini avec cette intro. Lopé vous a remis le lien du Slido si vous voulez poser des questions. Et je pense qu'on peut commencer, Laura. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Laura Medji, je suis cofondatrice et CTO de la startup Tractor.fr. Alors, chez Tractor, qu'est-ce qu'on fait? C'est une plateforme de location en ligne, bien sûr, de location de matériel de chantier entre professionnels. Donc, l'idée, c'est de faire de la désintermédiation entre, d'un côté, des propriétaires d'engins qui sont majoritairement en France des TPE-PME, qui représente à peu près 80% du marché, et d'agréger cette offre, de simplifier la vie de nos fournisseurs, que ce soit d'un point de vue administratif, gestion des factures, sécurisation des paiements, automatisation de toutes les tâches qui peuvent être chronophages. Et de l'autre côté, on a nos clients finaux qui sont donc des professionnels. Ça peut être du BTP, mais pas que. On a beaucoup de clients qui sont des mairies, des gens dans l'événementiel, à qui on propose du coup cette gamme unifiée, qu'on a unifiée d'un côté à des prix avantageux, et on leur donne la possibilité de louer en 3 clics tout type d'engin partout en France. Voilà. Ok. Et une première question qui nous avait été posée, c'était pourquoi ce choix de carrière en fait? Pourquoi et comment est-ce que tu es devenue CTO? Alors, pourquoi et comment je suis devenue CTO? Je pense que si on m'avait dit il y a 10 ans à ma sortie d'école que je serais aujourd'hui CTO
d'une start-up dans le BTP, je n'aurais pas forcément cru. Je dirais que sur ma carrière, j'ai saisi des opportunités tout au long du chemin. Donc, pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc, j'ai fait une prépa, puis une école d'ingénieur qui est située à Grenoble, qui s'appelle l'ENSIMAG, spécialisée en mathématiques appliquées et informatique. Avant de rentrer dans cette école, je ne connaissais rien à l'informatique, quand c'est clair. Moi, j'y suis allée pour les maths, parce que c'était un sujet que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de poursuivre à la suite des concours. Arrivé à l'ENSIMAG, l'attrait pour l'informatique n'a pas été immédiat, on va dire, parce qu'on a démarré sur des technos assez aride, mais ce qui m'a plu d'entrée, c'était la possibilité de créer et d'avoir un impact, d'avoir un côté un peu faiseur artisan. Donc j'ai fini mon école, je suis partie ensuite travailler en finance de marché. Donc, je suis sortie de l'école en 2010 au milieu de la crise, hein. Il n'y avait pas énormément de possibilités, on va dire, pour un profil comme le mien qui voulait continuer des maths. Mis à part la finance ou l'armement. Voilà. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans en finance de marché, en France, à Paris, à New York, sur des postes divers et variés. Donc, j'ai fait du front office, j'ai été IT Quant, pour ceux qui voient ce que c'est tout ce qui va être modélisation mathématique pour des outils financiers. J'ai fait de la gestion de projet. J'ai fait finalement du risque sur ma dernière expérience à New York. Et c'est là-bas que j'ai eu le déclic sur le fait que je n'avais pas envie de continuer, en tous les cas, sans forcément savoir vers quoi j'allais me diriger. J'ai saturé là-bas. Donc, c'était ton métier ou c'était la ville? Qu'est-ce qui t'a fait saturer? Alors non, pour le coup, la ville, j'ai adoré. Je voulais vraiment vivre une expérience à New York. Ça a été fait, c'était génial. Maintenant, en termes de boulot, c'était... disons qu'avant, je n'avais pas eu à me poser la question d'une éventuelle passion ou non. Ça se passait humainement très bien avec mes collègues, mes boss. Et sur cette dernière expérience, ce n'était pas du tout le cas parce que je me suis retrouvée dans une situation qui était relativement malsaine, avec un boss tyrannique, on va dire. Ça a été l'occasion de regarder pour la première fois un peu autour de moi. Et c'est vrai que j'étais une des rares jeunes du desk. Je ne sentais pas forcément la joie, l'optimisme et la passion autour de moi. À ce moment-là, je me suis dit aussi que ce n'était pas forcément... le secteur qui me procurait le plus de joie et le plus de satisfaction, que j'avais envie de revenir à ce côté un peu faiseur, de créer moi-même mon bébé, on va dire. Et je pense que c'était l'occasion, en fait, en termes de... Là, ça faisait... plus de 5 ans que j'étais sortie de l'école, les premières années, voilà, j'ai voyagé, j'ai profité, j'ai appris plein de trucs. J'arrivais un petit peu à la fin de ce cycle et donc j'avais envie d'avoir un impact sur ma vie et de faire quelque chose de concret. Donc je suis rentrée en France avec une idée de projet en tête que je suis allée présenter à un Startup Weekend. Et en fait, c'est à Startup Weekend que j'ai rencontré Idir Aitiamer, qui est donc le CEO de Tractor, qui lui était en casting sauvage à la recherche d'un CTO et le contact étant très bien passé avec lui puis avec Julien, j'ai adhéré tout de suite à l'idée pour tout un tas de raisons dont on parlera plus tard et je les ai rejoints dans la foulée. Donc ça s'est fait, moi CTO de Tractor, ça s'est fait un petit peu il y a des opportunités, un peu de chance et une chance qu'on est allé chercher et puis ouais, une envie d'avoir un impact sur sa vie. Bah, justement, est-ce que tu peux nous dire ce que fait un CTO ou une CTO d'ailleurs? Alors, oui, je peux vous dire ce que moi je fais parce qu'en fait, un CTO, c'est très vaste et vague, on va dire, comme fiche de poste. Ça dépend quand même beaucoup du type de société dans laquelle tu es, du périmètre qui est associé. Donc, nous, on est dans un cas très particulier d'une start-up qui est encore relativement jeune.
où pour l'instant, on n'a pas de CPO, donc CPO, Chief Product Officer, pour se charger justement de… donc le CPO, lui, en théorie, est censé être chargé du lien entre la tech et les équipes métiers, produire une roadmap, s'assurer de la faisabilité de cette roadmap, le respect des délais et en lien avec le CTO. Donc nous, dans notre cas, chez Tractor, il n'y a pas de CPO pour l'instant. Donc moi, en tant que CTO, il y a eu plusieurs, je dirais qu'il y a eu plusieurs séquences. CTO d'une start-up avec 3 personnes, ben en fait, c'est développeur et personne omnisciente sur la tech et le produit. Donc ça veut dire que la première année, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup développé. On avait fait développer un premier MVP au Maroc qui avait démarré juste avant que je rejoigne le projet. Donc ça m'a laissé quelques mois pour moi sortir la première version officielle de Tractor. Version qui nous a permis, pour refaire un peu la chronologie, Tractor, on s'est lancé début 2016. Moi, je les ai rejoints en avril 2016. On a sorti le premier MVP marocain en fin octobre de cette année. Et ma version à moi est sortie fin mai 2017, soit à peu près un an plus tard. Le premier MVP qu'on a eu, qui était délocalisé, m'a laissé du temps à moi pour travailler sur la solution, mais aussi prendre en compte tous les retours clients qu'on pouvait avoir via l'utilisation de notre première version, de façon à faire évoluer le produit déjà pour aller chercher une levée de fonds ultérieurement. Il faut savoir que quand on s'est lancé tous les 3, on était tous les 3 au chômage, on avait 2 ans devant nous, tous les 3 un profil ingénieur avec un petit côté rigide, on va dire, qui s'apparente à la formation. Et donc, on s'était donné 1 an et demi pour sortir une première version stable, arriver à montrer qu'on pouvait créer de l'attraction sur le secteur, sur l'Île-de-France, qui était notre premier spot d'action, et aller chercher des fonds pour pouvoir recruter, faire grossir l'équipe et puis éventuellement aussi se payer. Donc moi, quand j'ai sorti la première version en fin mai, ça nous a permis, on avait déjà commencé à travailler un peu le dossier en amont, mais ça nous a permis d'aller chercher courant juin une première levée de fonds avec Kerala Ventures, qui était officiellement de 700 000 €, mais on a fait un peu plus, qui ensuite nous a permis de recruter les premières personnes. Et donc, à partir du moment où j'ai recruté mon premier dev, mon poste a un petit peu évolué. On est passé de Géo trouve tout de la tech à on a de l'argent, donc il faut structurer une équipe, il faut créer une équipe tech, la structurer, l'animer, faire connaître la boîte pour pouvoir attirer de nouveaux talents. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'assurer, faire le lien avec les métiers, comme on n'avait pas encore de produits. À ce moment-là, il n'y avait aucun produit fin 2017. Donc, faire le lien avec les métiers pour le recueil du besoin, l'évaluation de la complexité des tâches, définir une roadmap et puis l'exécuter. Donc, la deuxième phase de mon poste de CTO 2017 jusqu'à, je dirais, septembre 2018, donc avec une équipe de 4 personnes. Dans les 4 personnes, 2 juniors et un profil senior et moi qui étais intermédiaire à ce moment-là, je dirais. Donc là, ça a été beaucoup d'animation, ça a été essayer de faire rayonner un petit peu la marque Tractor pour pouvoir recruter en fait des personnes plus douées que moi, bien meilleures, pour pouvoir construire un produit robuste et scalable. Beaucoup de veille pour pouvoir m'assurer de la pertinence des choix que je pouvais faire, qu'ils soient purement techniques, que ce soit en termes de RH, que ce soit en termes de com. Donc, il y a eu une grosse phase aussi comme ça. Et à partir de ce moment-là aussi, j'ai commencé à avoir un lien
rapporteur auprès de nos investisseurs. Il faut savoir qu'à partir du moment où on lève des fonds, ce qui est assez logique, les gens qui ont prêté ces fonds demandent des comptes d'une façon ou d'une autre. Donc nous, en l'occurrence, on avait fait le choix d'un VC qui est très connu pour apporter beaucoup plus que de l'argent. Ce qui nous intéressait vraiment chez Kerala, c'était tout l'aspect accompagnement, justement pouvoir nous faire grandir tous les trois sur nos postes respectifs. Parce que c'était, pour y dire, Julien et moi, c'était la première expérience en tant que founder de start-up. Et donc, je rajouterais dessus les rapports avec Kerala. Toujours du dev, pas mal de dev, parce qu'on était encore une petite équipe, ce qu'on est toujours d'ailleurs, même si maintenant je l'ai beaucoup moins qu'avant. Et la troisième phase du poste de CTO que je suis en train de vivre avant de voguer vers de nouvelles aventures, elle est beaucoup moins centrée sur le dev. Il y a beaucoup plus de management qui rentre en jeu. L'idée, là, pour 2020 et 2021, c'est de structurer la boîte pour pouvoir justement aller chercher l'hypercroissance. Donc, on revient sur beaucoup de veille, sur le management, sur la tech en soi, sur le management des équipes tech, sur l'univers startup au sens large, sur aussi du marketing digital, parce que jusqu'à présent, j'ai un rôle aussi, pas de CDO, parce qu'on ne fait pas vraiment de data, mais toute la partie analytics, on va dire, m'a encore dévolue. Donc, il a fallu aussi monter en compétence là-dessus. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. C'est déjà pas mal quand même. Du coup, plein de questions. Je crois que tu as une question. Oui, oui, j'ai une question sur la première version de l'application. Comment ça s'est passé? Comment as-tu développé la première version? Alors, comment j'ai développé la première version Quel était le stack, les questions comme ça? Ouais, alors ça s'est passé un peu dans la douleur, comme pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que entre les délais, donc moi je ne venais pas de cet univers, je m'étais auto-formée en amont en me disant l'informatique c'est l'informatique, de la finance et web, le palier ne doit pas être si large. Breaking news, il l'est. Donc il a fallu déjà quelques mois pour me mettre à niveau, me remettre à niveau sur l'univers du web. Ensuite, le choix de la stack, comment il s'est fait, j'étais toute seule à ce moment-là avec des stagiaires qu'il fallait encadrer. Moi, ma principale préoccupation, c'était de pouvoir avoir des relais sur lesquels m'appuyer quand j'avais des questions, pour pouvoir tout simplement itérer, m'assurer que je ne fonçais pas dans le mur. Donc, mon choix s'est porté sur Ruby on Rails parce que grosse communauté en France et même worldwide, une techno qui est mature maintenant, donc pas mal de retours, pas mal d'aides en ligne, pas mal de meet-up aussi sur Paris et une stabilité du framework. Donc ça, c'est comme ça que j'ai fait le choix. Après, donc ça, c'est pour le langage. Pour la stack, j'étais toute seule, donc j'ai essayé de faire au plus simple, au plus robuste, de ne pas me tirer une balle dans le pied. Donc, pour le déploiement, on est parti sur Heroku parce que c'est quand même bien sympathique de n'avoir qu'à cliquer sur un bouton pour pouvoir déployer son app. Je stocke tous les documents sur AWS, le Bucket S3, parce que Amazon leader là-dessus. Tout ce qui est gestion de la sécurité, certificat SSL, on est passé par Cloudflare, parce que pareil, encore un des leaders du secteur et que le setup était simple à faire. Il a fallu en fait à chaque choix que j'ai eu à faire sur la stack, que ce soit, je sais pas, les API de paiement, que ce soit le système de déploiement, etc. L'idée, c'était
de chercher la solution qui allait être la plus simple à mettre en place, sachant que j'avais une migration à gérer en plus, vu que notre tout premier MVP a été développé au Maroc en PHP. On avait déjà des données, on avait une base de données qui était une MySQL, moi j'étais en Postgre. Il y avait déjà une complexité technique qui arrivait avec cette migration. Et donc, j'ai essayé de faire simple pour pouvoir délivrer sans trop de panique. Et cette première version a duré combien de temps en production et avec des utilisateurs qui interagissent avec? Combien de temps elle a duré? Elle a duré 4 mois. Voilà. C'est très cher. Ouais. Oui, sans regret. Parce que du coup, nous, l'idée, c'était, j'ai choisi la stack, j'ai mis en place les premières briques pour pouvoir aller lever des fonds. C'était notre objectif numéro 1. Je suis consciente, et je l'étais et je le suis toujours, c'est plus trop le cas qu'à l'époque, que j'avais pas assez de recul sur le sujet. Donc, que la version que je livrais était forcément optimisable et à optimiser au plus rapidement. Une fois que ça a été mis en prod, je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu pas mal de bugs qui sont revenus. Et donc, en fait, la première chose que j'ai faite quand on a sorti la plateforme et qu'on a eu les sous quasiment dans la foulée, parce que, en fait, la sortie de la plateforme conditionnait notre levée avec Kerala, la première chose que j'ai faite, c'est commencer à chercher un profil expert. Et donc, je l'ai trouvé un mois plus tard, même pas. Et donc, clairement, quand il est arrivé, l'idée, c'était pas de jeter ma version. On n'a pas totalement tout jeté, hein, bien sûr, mais c'était de revoir très vite les principales fonctionnalités, apurer le code, le rendre scalable, robuste. Et donc, ma version, elle a tenu le temps qu'on retravaille ensemble sur les différentes briques qui étaient optimisées et qu'on la sorte. D'accord, je présume que tu as codé dessus un peu après avoir un expert. Est-ce que tu codes dessus maintenant? Je parle de produits. Oui, parce qu'on est toujours une toute petite équipe. Donc, je pense comme beaucoup de founders, on est parti en se disant que ça allait être simple, que ça allait, que voilà, en 2 ans on allait être national, en 3 ans on serait internationaux, etc. La réalité nous a rattrapés, j'ai envie de dire, surtout sur notre secteur où on est, voilà, c'est du B2B. Mes 2 associés ont beau venir du secteur ou y être apparentés. C'est pas la même chose de bosser avec eux, on va dire. À partir du moment où, que ce soit les fournisseurs ou les clients finaux sont devenus nos clients, l'idée c'était de les satisfaire au mieux. Et donc, le tractor que nous, on avait imaginé, en fait, il ne correspondait pas du tout à ce qu'eux voulaient. Donc, en fait, en 4 ans, on a fait déjà, là, on en est à notre 5e pivot, hein, si je ne me trompe pas, 5 ou 6. On vient tout juste de trouver le modèle optimal qui satisfait tout le monde. Et donc, ouais, on a dû constamment itérer. On a moins vite grossi que prévu parce que voilà, en fait, on avait pas mal de R&D, pas de R&D, mais de recherche à faire sur la partie business, d'itération à faire sur le produit pour pouvoir trouver le bon modèle. Et donc, on a fait le choix d'avoir une petite équipe restreinte avec des profils plutôt experts. Donc ça a été le cas les 3 premières années, on va dire les 2 dernières années, où l'équipe, elle était principalement composée d'experts. Et donc, on codait tous. On était, au maximum, on a été 6. Et moi, je continuais de coder. Je continue toujours de coder jusqu'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et quelle est la stack de maintenant de produits?
Et ben, la stack maintenant, c'est quasiment la même. Je suis contente de dire que je ne me suis pas tant trompée que ça. Donc, on est toujours en Ruby on Rails, on déploie toujours sur Heroku, on stocke toujours sur S3. On a changé de stack entre-temps. On a mis en place une équipe produit. Donc, on a un peu étoffé la stack fonctionnelle, si je peux dire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on faisait tout sur GitHub entre devs. Là, c'est plus le cas. On gère tout notre board sur Jira. La remontée des besoins, elle se fait sur Product Board. On essaye maintenant au maximum de protéger l'équipe tech et le point d'entrée unique ou quasi unique pour les métiers, c'est le produit. Et puis, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le paiement, c'est toujours MangoPay. On pensait le faire évoluer bientôt, mais c'est encore le cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Non, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mis à part ça. On est toujours en monolithe aussi. Donc, du coup, c'est peut-être pas très fun, mais moi, j'ai fait le pari aussi de la stabilité en termes de développement. Donc, il n'y avait pas forcément de besoin, comme on était encore dans cette itération à la recherche du meilleur modèle, il n'y avait pas forcément besoin de se rajouter une difficulté supplémentaire avec des services, des API, etc. Donc, c'est un monolithe. On arrive, je pense, doucement mais sûrement vers la fin de ce monolithe, mais on ne se mettra pas à faire de service avant 2021. C'est sûr. D'accord, merci. Moi, j'ai une question sur, justement, tu disais que ton cofondateur était en casting sauvage de CTO. Ouais. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu as eu des critères en te disant, OK, pour voir s'il y a un fit entre nous, entre cofondateurs de la boîte, il faut que ces personnes répondent à telle et telle et telle question, ou tu es juste allé à l'instinct? Il y a une grosse part d'instinct, mais pas que. En fait, un des trucs qui, moi, m'a fait adhérer, bon, déjà, il y a eu le projet, parce que moi au moment de me lancer, il y avait des critères qui me paraissaient importants pour créer une boîte, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que je me voyais plus me lancer sur une solution B2B, parce que le B2B, c'est un marché qui est plus... tu connais ta cible, il y a potentiellement de la récurrence. La barrière à l'entrée peut paraître plus grosse, mais je pense qu'une fois que si tu arrives à la percer, en fait, en termes de business, c'est peut-être beaucoup plus simple à gérer qu'une solution de B2C pour démarrer, en tous les cas. C'est comme ça que je le voyais. J'étais allée présenter une idée qui était dans le BTP sans rien y connaître à ce secteur parce qu'il m'apparaissait aussi que le BTP m'apparaissait comme un bon plan. C'est un des rares secteurs qui est encore très peu digitalisé. Donc, je me disais, il y a possibilité de faire quelque chose sans avoir besoin d'être un expert sur une techno ou sur un domaine particulier. Voilà, les engins de chantier, je ne les connaissais pas trop en termes d'engins de chantier non plus, mais il suffit de se balader dans la rue pour voir qu'il y en a quand même pas mal. C'est un gros marché. Qui dit gros marché, gros panier moyen, ça veut dire que pour atteindre la rentabilité, telle que je le pensais en tout cas, beaucoup moins de volume à faire que sur des solutions B2C avec des petits paniers moyens. Donc ça m'intéressait pas mal aussi sur l'aspect purement projet. Après, ce qui nous a réunis tous les trois, c'est quand même beaucoup l'humain. Parce qu'il faut savoir que moi, je sortais d'une situation qui ne m'avait pas du tout convenu à New York. J'avais absolument pas envie de retomber dedans. Il s'avère que Idir et Julien, chacun de leur côté, sortaient plus ou moins d'une situation qui ne les convenait pas non plus, peu ou prou pour les mêmes raisons. Donc, on s'est bien entendu là-dessus. On avait envie de construire un projet, on avait envie d'avoir la main sur ce projet, on avait envie d'avoir de l'impact et on avait envie de construire quelque chose de gros. Donc ça nous réunissait et ça nous réunit toujours. Et puis, avant d'acter en dur l'association, on s'est testé aussi pendant un certain nombre de mois.
Donc, c'est-à-dire que moi, je les ai rejoints en avril, mais au final, on a acté, si je ne me trompe pas, en septembre, août-septembre. Je fais traîner un petit peu le truc, mais c'est que quelques mois plus tard qu'on a acté dans les faits cette association. Et je pense que c'est important, ouais, surtout si tu te lances avec des gens que tu ne connais pas, ce qui présente quand même beaucoup d'avantages, parce que, petite parenthèse, mais monter une boîte avec des proches ou avec des amis de la famille, etc., ça apporte un biais, je pense, pour avoir tenté brièvement de le faire avant avec un camarade de promo, biais qui n'est pas présent quand vous ne vous connaissez pas, en fait. C'est-à-dire que ce qui vous réunit, c'est le projet. Il y a moins d'affect, moins de problématiques à dire, être straight to the point, à dire quand ça ne va pas. Donc ouais, il y a d'un côté le projet, de l'autre l'humain, et puis l'envie de créer quelque chose de beau. C'est vachement intéressant que tu ne te sois pas intéressé juste au projet, mais en fait, tout le marché sur lequel le projet était, tu as vraiment un peu étudié l'impact que vous pourriez avoir, comment est-ce que vous pourriez grandir et tout ça. Et c'est vachement intéressant d'avoir pensé aussi loin. Tu as justement évoqué aussi ton lien avec les VC et le fait que tu aies fait partie de tout le process de levée de fonds. Et par rapport à ça, j'ai 2 questions. La première, en fait, j'ai eu des retours d'expérience de 2 cofondatrices. Enfin, non, elles ont fondé leur entreprise, en fait. 2 fondatrices noires, que ce soit Raodat Aminou voilà, ou Diana Brondel de Khalis, qui, en fait, toutes les 2 disaient que ça leur avait posé énormément de problèmes d'être des femmes noires qui essaient de lever de l'argent. Raodat, à un moment, elle a arrêté complètement de participer aux réunions avec les VC parce qu'elle se rendait compte que c'était négatif pour son entreprise. Et Diana, de l'autre côté, elle disait plutôt je m'en fiche, c'est ma boîte, c'est mon idée, c'est mon bébé. Il n'y a absolument pas moyen que quelqu'un d'autre que moi lève de l'argent pour cette entreprise. Donc, est-ce que toi, tu as pu ressentir ça également dans tout ce process? Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu l'impression que ça a impacté la levée de fonds? Je comprends totalement le retour qu'elles ont toutes les 2. Maintenant, j'avoue que moi, j'ai pas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour moi, pour 2 raisons qui s'appellent Julien et Dia. C'est-à-dire que je pense le fait d'avoir été sur un projet en tant que, certes, cofondatrice, mais je n'étais pas porteuse de ce projet. C'est pas moi la CEO, c'est pas moi la CEO. Je suis sur une partie très technique. Donc, ça a moins porté préjudice. Le côté, soyons honnêtes, le côté black blamber de la boîte nous a ouvert des portes, notamment en termes de visibilité. Donc, nous, on a eu cette chance que les VC, on n'a pas eu à aller les chercher, en fait. C'est eux qui sont venus vers nous. Parce que il y avait une stratégie totalement assumée de notre côté, c'est-à-dire que donc initialement, déjà la photo des fondateurs, on l'a bien pensé, on a bien pensé les premiers endroits où on a posé cette photo, on a pensé aussi, on connaissait absolument pas cet univers-là, on est tous les 3 de domaines bien différents, on ne connaissait aucun d'ici. Et la façon dont on s'est fait connaître initialement, c'est qu'on a choisi, chacun d'entre nous a fait un concours start-up où on était quasi sûr de ne pas gagner. D'ailleurs, on n'en a gagné aucun. Mais ces concours, en fait, on les a choisis pour les retombées presse qu'ils allaient nous apporter, pour les VC qui allaient être présents à ces événements-là. Et au final, ça a été une stratégie qui a été pas mal payante parce qu'en fait, les premiers contacts qu'on a eus se sont faits via ces concours. Donc, rencontrer un VC, être dans une position de demandeur, je pense que ce n'est pas la même chose que quand tu le rencontres à un événement. Au final, il y a plusieurs startups, tu es un parmi d'autres, tu viens pour présenter ton projet, il adhère pas. Nous, on était un projet relativement atypique sur ces concours, donc ça captait l'attention, je pense, plus rapidement. Dans le cas de Kerala, par exemple, c'est si je ne me trompe pas, c'est un de leurs stagiaires à l'époque qui nous avait trouvé via une newsletter. Et donc, le premier contact, en fait, est venu d'eux.
Après, pour être honnête, lors des roadshows, quand je venais à la présentation, je me suis rendu compte, ça n'a pas été problématique, mais qu'en tous les cas, il y avait beaucoup de regards interrogateurs par rapport à moi. Interrogateurs, mais ça s'est arrêté là-dessus, parce qu'aussi en France, il y a toujours ce côté un peu sectaire, surtout dans la Startup Nation. Tu as fait la bonne école, tu as le bon parcours, tu as été à la bonne prépa, ben ça facilite quand même grandement les choses. Là-dessus, je cochais les cases. Donc même s'il y avait un premier réflexe, pas de recul, hein, je n'ai pas forcément senti d'hostilité directe, ça se masque bien, ce genre de choses. Mais s'il y avait un questionnement, en tous les cas, il était vite gommé par le fait qu'il y avait Idir et Julien qui étaient sur le projet, que c'était quand même eux qui portaient initialement cette idée, que moi j'étais sur une thématique très tech et où les gens en face n'avaient pas forcément le recul nécessaire de toute façon pour me challenger ou quoi que ce soit. Le fait que je venais du Sérail prépa grandes écoles. Mais oui, non, je sais bien que il y en a peu, malheureusement, de profils comme moi aujourd'hui qui sont en tout cas mis en avant. Il y a beaucoup de fondatrices et de fondateurs noirs, arabes, asiatiques, mais ce n'est pas forcément ceux qu'on voit le plus. Je suis un peu rentrée entre les gouttes, mais les retours que j'ai sont que je suis rentrée entre les gouttes, mais il y a très peu de gens qui rentrent entre les gouttes. Mais ne t'excuse pas de ne pas avoir souffert, franchement. Non. Il y a eu d'autres souffrances, mais c'est vrai que sur ce mais je me rappelle, par exemple, l'année dernière, il y avait un événement qui avait été organisé par un de nos fonds, où ils avaient réuni toute leur participation, toutes les boîtes dans lesquelles ils participaient, tous les contributeurs au fonds. Donc, il faut savoir que la plupart des fonds, en fait, ils lèvent de l'argent auprès de gens fortunés ou auprès de la BPI ou de grands institutionnels. Et à cette soirée-là, on était deux noirs. Donc, il y en avait un qui travaillait pour le fonds en tant que CTO. Voilà. J'étais la seule femme noir, blanc, vert, toutes catégories confondues dans les fondateurs, a fortiori la seule femme noire. Et j'ai une conversation avec un VC / founder / qui fait totalement partie de cet écosystème et qu'on voit dans beaucoup de newsletters et tout, où il m'a dit honnêtement, il m'avait posé la question honnêtement de comment t'es arrivé là. C'était sans hostilité ni quoi que ce soit, mais comment t'es arrivé là? Je ne connais pas, il n'y en a pas. Il suffisait de regarder autour de soi de toute façon pour se rendre compte que c'était homme blanc issu du même milieu social et ayant fréquenté les mêmes endroits. Et c'est vrai qu'on avait échangé dessus, mais moi ça m'avait pas étonnée, mais j'étais un peu amusée du fait qu'il me pose la question. Comment, et c'était vraiment pas méchant en plus, c'est ça le pire de son côté. Est-ce que c'était de la curiosité en se disant, du coup, connaître ton parcours permettrait à d'autres d'arriver là? Ça allait pas jusque-là. Ok. C'est une partie. Mais il y avait vraiment cette idée de voir quel parcours j'avais fait pour me retrouver sur le même rooftop que lui, sur un cocktail, dans cette position-là. Et c'est vrai qu'en plus, le mec était très lucide quand on en parlait sur le fait qu'il n'y avait pas de diversité. Qu'il y avait un problème. Voilà. Et justement, qu'est-ce que ça t'a appris, toute cette relation avec les VC? Est-ce que plutôt sur le milieu, sur la façon dont ils travaillent peut-être? Là-dessus, pareil, je dirais qu'encore sur Tractor, on n'est pas forcément représentatif parce que le premier fonds, on n'a pas eu à le chercher et le deuxième fonds non plus. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une position où on avait le choix sur les gens vers qui se retourner. Et d'ailleurs, le troisième fonds non plus, parce qu'il y a 3 fonds qui ont investi chez nous. Donc, pour le deuxième, on est parti avec donc Kerala, le premier fonds. Je ne sais pas si vous voyez un peu
ils sont pas très connus, hein. C'est un tout petit fonds, mais ils sont derrière Doctolib, Malte, Privatiseur, des trucs comme ça. Ils sont spécialisés, alors là, ils sont en train de changer de positionnement, mais initialement, excusez-moi, ils étaient spécialisés sur le seed, sur les marketplaces et les SaaS. Et leur particularité, c'est qu'il y a un gros support opérationnel, comme je disais tout à l'heure, où en fait, dès que j'ai une question, il y a une bibliothèque, une ressource interne qui est assez grosse, ils connaissent tous les gens sur la place, et dès que tu as un problème, dès que tu as une problématique, tu peux trouver un interlocuteur de leur côté. Et donc, quand on a dû aller, donc ça c'est notre fonds principal, on avait un deuxième fonds qui est rentré, qui est BTP Capital Investment, qui, eux, pour le coup, c'est un fonds historique qui investit dans le BTP. Donc, nous, on est un peu le cabinet de curiosité pour eux. C'était la première start-up dans laquelle ils mettaient un petit peu de fonds. Il n'y a pas vraiment, ils ne sont pas du tout nosy ni quoi que ce soit, ils ne viennent pas nous embêter. Et il y avait déjà un relationnel qui existait entre DIR et l'ancien directeur du fonds via ses précédentes expériences dans le BTP. Donc, encore une fois, on n'a pas eu forcément cette relation classique VC Funders. Et au final, pour le troisième, donc du coup qu'on a fait rentrer, on a fait rentrer Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krix, qui sont deux des fondateurs de Price Minister. Et eux, en fait, ils nous ont été recommandés via Kerala. Et au moment de signer, en fait, on avait deux term sheets avec un autre fonds qui était classique, on va dire, plus dans son fonctionnement. Et en fait, on nous a chaudement recommandé d'aller les voir et ça s'est passé de manière plutôt informelle. Et comme je pense les deux fonds principaux qu'on a, au final, c'est des fonds d'entrepreneurs, parce que ce soit côté Pierre Krings et Pierre Kosciusko-Morizet ou côté Kerala, les mecs qui sont à la tête de ces fonds avant ont monté des boîtes. Donc, c'est pas purement des investisseurs, en fait. C'est des gens qui comprennent tes problématiques, ils peuvent comprendre les retards, ils peuvent comprendre pas mal de choses. Donc, je pense pas que nos fonds sont forcément représentatifs de la place d'ici. Après, on a fait aussi pas mal de roadshows dans d'autres fonds, donc je peux parler de ce qu'on a vu. Et là, pour moi, ça ressemblait quand même beaucoup à mon ancien milieu finance des marchés où voilà, c'est très monochrome, hein, on se ressemble tous, on vient tous du même endroit, ou presque. On a quasiment tous fait les mêmes écoles. On n'a pas forcément envie que ça change. On n'a pas forcément envie que ça change parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que ça change, soyons honnêtes. Et donc l'accueil, il était mitigé. Moi, les retours que je peux avoir d'autres founders qui sont partis avec des fonds plus classiques, tant que ça va bien, tant que les chiffres sont là, tant que les ups sont atteints, il n'y a pas vraiment de clash. Tu sais qui est ton fonds le jour où tu as un problème, quoi. Et la plupart, clairement, c'est une activité lucrative. Ils ne sont pas là pour faire du bénévolat. Donc il faut toujours, je pense, se méfier des pactes d'associés qu'on signe, des term sheets, voilà, des conditions aussi, on n'en parle pas souvent, mais de vesting que tu peux avoir pour les fondateurs aussi. Donc le vesting, j'explique peut-être ce que c'est. Ouais, vas-y. Et, en gros, c'est l'idée de se dire que tu acquiers une partie de tes parts au fil d'un calendrier qui a été établi avant. Et donc, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire que tant que le fonds n'est pas là, en fait, il n'y a pas de vesting. Les parts elles sont entre les fondateurs et bon, virtuellement, ça vaut, ça vaut voilà, le montant que tu lui accordes. À partir du moment où les premiers investisseurs sont rentrés, on n'avait pas mis en place de vesting. Il y avait un pacte d'associés, mais on était encore techniquement propriétaire de chacun de nos parts. On a commencé, nous, à mettre en place un vesting pour les BSPCE. Donc ça, c'est des espèces de stock options qu'on a donné
voilà, des personnes clés dans la boîte, parce que Tractor, c'est pas construit qu'à 3. En fait, au début, c'était à 3, mais après, il y a plus de gens. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, pour les BSPCE, on débloque tes droits à l'utilisation de tes stocks au fur et à mesure du temps. Le classique, c'est tu débloques tous les ans. Après, tu as des variantes, tu débloques tous les 6 mois, tous les mois, en fonction de ta négociation. Et du coup, donc, nous, première levée qu'on a fait, ce qu'on appelle un seed. C'est rare que lors du seed, on mette en place un vesting. En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous a dit. Par contre, quand tu vas faire ta deuxième, enfin, la série A, pour donner un petit peu des ordres de grandeur, en dessous de 1 million de levées, on considère que tu es dans le seed. Entre 1 et 5 millions à peu près, c'est la série A. Ouais, même disons 10 millions maintenant, 10 millions, je dirais 10, 100, série B, et puis etc. Voilà. À partir du moment où on a signé le deuxième term sheet, on a fait rentrer PKM et PKR, comme il s'appelle, ça va être plus court. Là, on a mis en place un investing. Donc, c'est comme si, techniquement, on possédait plus nos parts de la boîte, mais que tu regagnes le droit à la possession de tes parts en fonction du vesting que tu as mis en place. Donc, ce qui est assez classique, c'est ça permet au fonds qui rentre en fait, de s'assurer que le fondateur ne va pas juste vendre ses parts et se casser rapidement. Ça lui permet de te loquer, ça te permet de s'assurer aussi que s'il y a un problème, et ça se finit. Enfin, ça se finit pour le founder et ça se finit bien pour le, pour le fonds. Je précise aussi que quand tu signes ce genre de document, il y a toujours des clauses. On parle de bad leave et good leave. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si tu es amené à ne plus être dans la boîte, ce qui va être mon cas dans pas trop longtemps. Le good leave, c'est tu pars avec tout. Le bad leave, c'est le bad leave, c'est en fonction de la term sheet que tu as signée, de ton vesting. Il y a des gens qui se retrouvent à bosser comme ça pendant 5 ans sur un projet et qui, malheureusement, se retrouvent avec 0% de leur part à leur départ. Donc, il faut bien penser à tout ça. On se lance dans ce genre de process. Justement, pour les gens qui participent, si vous avez des questions sur toute cette partie financière, c'est vrai que tu as dit pas mal de termes, enfin, je dirais pas techniques, mais si on n'est pas dedans, qu'on ne connaît pas forcément, sur les term sheets, sur les levées de fonds, les différentes étapes, n'hésitez pas. On fera peut-être un événement spécial là-dessus. Et justement, tu dis que tu pars bientôt. Tu fais quoi après? Je fais quoi? Je vais me reposer un petit peu parce que tout ça a été quand même bien challengeant. J'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, 4 ans, ça a été 4 ans et demi très intense. On ne va pas se mentir. Ça m'a offert aussi plein d'opportunités. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire par ailleurs. Notamment, je fais partie du Conseil national du numérique, donc j'aimerais bien y accorder un peu plus de temps. Il y a des sujets sur lesquels on travaille avec Diversity Days, auxquels je vais me consacrer. Je pense que je vais faire un peu de freelance. Je vais me reformer à tout plein de trucs. Je ne quitte pas totalement la boîte parce que du coup, j'ai bien négocié ma sortie. Donc, je garde ma place au board et puis je m'entends très bien encore avec Idir et Julien. Donc, je m'éloigne un petit peu parce que l'idée, c'est pas non plus de faire un burn-out. Voilà, donc tout simplement. Et que là, j'arrive à un moment où je sens que même physiquement, ça a été bien pour moi qui était très intense. Donc, il faut que je prenne un petit break. Voilà. Okay. Ça fait plein de trucs super sympas qui vont arriver. C'est cool. Ouais, c'est cool. J'ai une dernière question pour toi et après, je pense qu'on ouvrira la parole pour les participants. Quelqu'un avait demandé, pour des jeunes diplômés en dev, tu leur conseilles de créer leur start-up ou de prendre de l'expérience dans des plus grosses boîtes? Alors, ça dépend de la carrière que tu veux avoir. Moi, j'ai commencé par un grand groupe. Pour le coup, le grand groupe, on peut dire qu'il y a
plein de trucs qui sont pas très cool, mais ça apporte de la structure, ça apporte si c'est un jeune qui est pas processé, on va dire entre guillemets, ou qui est pas hyper carré, je trouve que quand même le grand groupe, ça a cet avantage que tu es dans une boîte, personne t'a attendu, c'est hyper structuré, tu dois t'adapter quelque part. Ça te permet aussi de développer un certain nombre d'automatismes. Après, moi, je ne vendrais pas une longue carrière dans les grands groupes. Je ne l'ai personnellement pas fait, donc je ne vais pas le vendre. Ça présente un avantage. Démarrer en start-up, je dirais, ça dépend quelle start-up. C'est-à-dire que si la start-up elle vient de se lancer, il faut se dire qu'en face, peut-être, les founders sont eux-mêmes en train de chercher leur marque, potentiellement leur marché, potentiellement leur idée. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses. Donc, aller faire un stage en start-up, je trouve ça hyper formateur. Maintenant, démarrer sur un premier poste, être lâché comme ça sur une start-up qui vient de démarrer, je pense que c'est risqué. Ça peut très très bien se passer. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas y aller. Mais en face, potentiellement, ça dépend de l'encadrement que tu vas avoir, ça dépend aussi de ton autonomie, ça dépend de ta résilience, ça dépend de tellement de facteurs que si c'est pour apprendre le fonctionnement d'une start-up, moi je dirais peut-être démarrer en start-up, mais dans une start-up qui est plus établie, quoi, qui a déjà un peu levé des fonds, qui a mis en place des structures, où il y a des head-off, où il y a des gens qui vont pouvoir partager leur savoir et te faire grandir. Lancer une start-up en sortant d'école, il y a plein de gens qui le font. Moi, personnellement, je ne me serais pas vue faire ça. Parce que même après 5 ans de travail, en fait, quand je l'ai lancé, c'était quand même bien compliqué. Il y avait le retour, il y avait en plus du recul sur déjà un début de carrière, une résilience et un cuir qui s'était formé, mais ça n'a pas empêché que ça a été très très dur. Et puis, je pense que se lancer en sortie d'école, le gros risque pour moi, c'est de se dégoûter vite de l'entrepreneuriat ou potentiellement de se démoraliser. Parce qu'on ne dit pas assez quand... moi, j'ai l'impression que quand on parle Success Story, Startup Nation, etc., que c'est facile. C'est pas du tout facile. Faut le répéter. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation. C'est des moments où tu es super content, mais c'est aussi beaucoup de moments où en fait, ça ne va pas. Et c'est normal que ça aille pas. Et donc, sur des profils jeunes, la crainte que j'ai, c'est que ça casse le moral, en fait. Ça fasse douter, potentiellement. Et surtout, si on part sur une start-up technique. C'est-à-dire que si c'est un produit qui va demander du développement, qui va demander de l'itération, qui va demander d'avoir du recul, tout juste, se lancer en sortie d'école, c'est risqué à plein de niveaux, en fait. C'est-à-dire que un exemple de gens qui ne sont pas forcément que étudiants, mais qui se sont lancés, qui n'avaient pas forcément les compétences tech ou le recul tech, qui donc ont perdu du temps, de l'argent, ont fait des itérations qui n'ont servi à rien, se sont découragés, sont tombés en déprime. Ça, c'est une possibilité. Tu as le fait que aussi, quand tu sors d'école, tu es quand même dans l'utopie et c'est un peu normal, quoi. Donc ton étude de marché, est-ce qu'elle a été vraiment faite? Est-ce que l'idée, c'est pas de se lancer et de perdre aussi un peu du temps? Surtout que la start-up est à la mode, la start-up est vendue, la start-up est censée être fun. Je pense qu'il y a 15 ans, c'était paradoxalement, ça devait être beaucoup plus compliqué au niveau technique, d'un point de vue technique, parce que justement, il n'y a pas toutes ces solutions on demand comme Heroku, etc., et que les gens devaient avoir un bagage technique conséquent, mais en même temps, il y avait beaucoup moins de concurrence. Il y avait beaucoup moins de gens qui sont présents, qui se lançaient en même temps. C'est à prendre en compte, d'autant plus qu'en France, quand tu regardes quand même le secteur de la start-up, c'est très monochrome, ça vient du même endroit, ça vient des mêmes formations. Il n'y a pas beaucoup... je ne dis pas ça pour décourager, hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais il faut se rendre compte que même si tu as tout un discours sur l'inclusion, la diversité, etc., dans les faits,
tu es une personne noire, tu es une personne arabe, tu es une personne handicapée, tu es une personne qui vient de la ruralité, ça va être plus compliqué pour toi. Tu n'auras pas forcément le réseau. Et il faut être en capacité juste de pouvoir encaisser tout ce qui va tout ce qui va te tomber dessus, en fait. Et quand on sort d'école, je pense que c'est compliqué. Après, il y a des gens, il y a des surhommes hein, qui ont de la résilience, qui ont déjà tout un tas de trucs. Mais pour la majorité des gens, ça me paraît compliqué quand même. Moi, je conseillerais au moins soit d'aller faire une première expérience dans une start-up qui est à minima structurée ou d'aller faire un tour dans le grand groupe histoire d'en être dégoûté et ensuite de lancer sa start-up. C'est un bon plan. Voilà. Leslie avait une question pour toi. Comment as-tu appris toutes les notions financières, justement, permettant de monter une start-up? Ben, j'ai travaillé. J'ai beaucoup appris sur le tas. Non, mais plus sérieusement, déjà, moi, j'avais fait un peu de finance. Finance de marché, c'est pas du tout la même chose que finance d'entreprise, mais j'avais des notions qui me restaient du CFA, pour ceux qui voient ce que c'est. C'est un examen de finance où tu as à la fois finance de marché, à la fois finance d'entreprise. Donc, il y avait des notions qui venaient d'études que j'avais pu faire avant. Et puis surtout, mes deux associés, eux, ils ont fait de brèves, mais très appréciés, un bref passage chez Mazars en audit financier. Et donc, c'est vrai que les premiers temps, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de volume, il n'y avait pas, de grandes choses compliquées à mettre en place d'un point de vue flux financier. Mais on a pu fonctionner comme ça en autodidacte tous les trois, en faisant aussi de la veille, en n'ayant pas peur d'aller poser des questions. Donc, on a rencontré beaucoup de gens aussi parce qu'on allait taper à beaucoup de portes. Et je fais une parenthèse, mais moi j'ai été étonnée au début de voir le nombre de gens en fait qui étaient prêts à nous donner du temps, des gens qu'on allait toquer à des portes sur LinkedIn, on allait rencontrer des gens à des événements BPI, etc. Et au final, même plus, je dirais étonnamment, plus le profil était élevé, plus une fois qu'on avait établi le premier contact. Hein, parce que sur les profils élevés, tu as aussi tout un tas de gens qui ne te répondent pas, mais parce que leurs boîtes, elles sont submergées, tout simplement. Mais sur ceux avec qui on arrivait à établir un premier contact, en fait, derrière, ils nous ont donné beaucoup de temps gratuit, on va dire. Donc, la première année de Tractor, on avait établi ce qu'on avait appelé un conseil des sages, où on est allé sur LinkedIn, on avait trouvé des profils intéressants sur tout un tas de sujets qu'on ne maîtrisait pas, dont la finance, mais pas que. Enfin, on n'était pas des experts du SEO, on n'était pas des experts du SIA, on ne maîtrisait pas les marketplaces. Donc, on est allé chercher un peu ces profils à droite, à gauche. Et puis, on se faisait un premier café, on leur expliquait un petit peu le projet, où on en était, nos difficultés. Et puis, on leur demandait derrière si ça les aidait, si ça les intéressait plutôt de nous mentorer de manière informelle. Et donc, on a réussi, il y avait une dizaine de personnes, on a réussi à les réunir tous au même endroit 3 fois, ce qui est quand même beau. Et le reste du temps, on faisait des one-to-one. Donc ça nous a bien aidé à grandir. Il y a eu aussi tous les réseaux de networking. Typiquement, on s'est lancé, on avait moins de 30 ans tous les trois, donc on s'est inscrit au MoveJ, qui est une assoce qui vient en aide aux jeunes entrepreneurs. Donc c'est pareil, on avait un relais pour toutes les questions administratives, savoir quelles aides on pouvait aller demander, quand le faire, etc., etc. Par exemple, la French Tech, le label French Tech, on ne savait pas en se lançant qu'on avait 1 an pour demander ce label. Donc, on n'a pas pu l'avoir parce qu'on avait laissé passer la date anniversaire de la création de la boîte. Et donc, on a dû aller chercher derrière, enfin, on nous a réfléchi derrière sur French Tech diversité. Donc, on était diverses, donc on nous l'a filé. On a pu avoir le petit coq. Mais voilà, il y a eu pas mal de trucs comme ça. Il y a Réseau Entreprendre aussi qui nous a beaucoup aidés au tout début. Donc en fait, il y a eu nos acquis personnels, mais qui n'étaient pas énormes sur tout un tas de sujets. Et puis surtout, les compétences et les connaissances qu'on a pu aller acquérir à droite à gauche en toquant aux portes et en demandant aux gens de nous aider. En fait. Ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler de son projet, en fait. Surtout d'aller chercher des gens.
Non, même moi je dirais, il faut. Les gens ont tendance à penser que, ouais, tu parles de ton projet, on va te le voler. Bah, j'ai envie de dire, déjà, la personne qui va te le voler, il faut qu'elle se lève et qu'elle fasse vraiment le projet. Parce qu'entre en parler et lui donner une vie, c'est pas du tout la même chose. Il y a ça. Pour moi, mieux vaut en parler le plus tôt possible et au plus de monde possible pour voir si tu fonces pas dans un mur. Ça, moi, typiquement, le Startup Weekend que j'avais fait et où j'ai rencontré Idir, j'ai insisté pour le faire parce que je parlais de mon idée initiale avec les gens autour de moi, ma famille, mes amis. Tout le monde me disait c'est génial, vas-y, lance-toi. Euh, mais oui, mais en fait, ils m'aiment. Donc, ils ne vont pas chercher à me casser, ils ne vont pas chercher à me challenger forcément. Et au final, je suis allée à Startup Weekend. Idir est la première personne à qui j'ai parlé. Et c'est la première personne à avoir démonté mon projet de A à Z. Mais il ne l'a pas fait C'était pas méchant, en fait. Il y avait des arguments logiques à mettre en face. Juste un regard critique, en fait. C'était un regard critique. Moi, c'est ce que je recherchais. C'était un mec du secteur. Je voulais avoir l'avis de quelqu'un du secteur. Et je pense qu'un des biais que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est que leur idée, c'est leur bébé. Il ne faut pas forcément la challenger. Et ça, c'est le meilleur moyen pour moi de foncer dans le mur, en fait. Parce que vraiment, pour le coup, le tracteur qu'on m'avait vendu à Startup Weekend n'était pas le même que celui qu'on a eu 6 mois plus tard, qui n'était pas le même que celui qu'on a eu 10 mois plus tard, qui est totalement différent de ce qu'on a eu aujourd'hui. À chaque fois, on ne va pas se mentir, ça a été un déchirement quand tu lâches un an de ta vie dans le développement d'une plateforme et qu'en fait, on te dit, dans 3 mois, t'oublies, on jette tout, on recommence. Ça fait mal. Mais le fait d'avoir été flex comme ça et de ne pas s'être attaché à notre idée, à notre bébé, ça nous a permis de rencontrer nos clients. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le but à terme, quelle que soit l'idée, c'est d'aller vendre un produit, c'est de délivrer un service. Et le service, toi, tu as beau l'avoir imaginé dans ta tête, s'il ne correspond pas à ce que la clientèle que tu vises recherche, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, surtout pour l'entrepreneur, en fait. Et ça fait mal. Je pense que ça fait très mal de se rendre compte au bout de 2-3 ans qu'on a perdu son temps. Mieux vaut le savoir au bout de 2 mois. Ça te fait mal. Tu te remets en question. Tu repenses peut-être le truc. Peut-être que tu abandonnes et tu vas sur un totalement autre projet. Mais au moins, il y a une évolution qui se fait dans la construction. Merci Laura. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Tolou, pour toi, est-ce que tu en as d'autres? Non. Non. Franchement, tu nous as lâché pépite sur pépite. C'était génial. Est-ce que quelqu'un a une autre question en rab? Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros, vos caméras comme vous voulez. Et vous pouvez poser vos questions directement. Soyez pas timide. Si vous avez des questions, allez-y. C'est maintenant ou jamais. Non, pas de questions. On est bon. Ok. Bon, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Pour tous ceux qui ont participé, on vous renverra un mail avec pas mal d'infos qu'on aura pu récolter pendant ce talk. On vous enverra ça d'ici la fin de la semaine. Et puis, encore une fois, merci Laura. Bravo pour ton parcours. Franchement, hyper impressionnant. Ouais. Et puis, on a hâte… Sky's the limit, il faut toujours se rappeler de ça. Et puis moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, des nouvelles aventures à venir. Je te tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. C'est ça. On vous dira tous aussi. Hein, en plus, suivez le CNUM, vous verrez ce qui va sortir. Vraiment, oui, on fait. Il y a des restitutions là qui ont commencé un petit peu avant les vacances et il y a des nouveaux sujets qui devraient nous intéresser, notamment sur diversité, inclusion numérique, parité hommes-femmes, accès au financement pour les femmes. Du coup, moi, les sujets que je suis aussi, c'est nul, c'est un peu les sujets dont on a parlé ce soir. Et il y a pas mal de travaux qui ont été faits, pas que par les membres. Hein, je tiens aussi à dire qu'il y a des gens qui travaillent à 100% en CNUM, dont on n'entend jamais parler. Et ils ont fait du beau boulot. Yes. Écoute, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et puis, on vous dit à très bientôt pour des nouveaux événements. On va faire comme tous les Français. Hein, le mois d'août, on ne travaille pas. Et on revient à partir de septembre avec plein d'événements super géniaux, avec Nakima notamment et avec Tolou Lopé. Voilà. Je suis là sur les filles.
Merci tout le monde encore une fois et puis très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bye.